Bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, chers enseignants stagiaires. Je vous rappelle qu'on est depuis la plateforme de formation à distance du Centre régional des métiers de l'éducation et de la formation, SUSMASA. Alors, je vais encore enchaîner dans le cadre de notre module la didactique, en fait, l'évaluation des apprentissages mathématiques et où je vais vous partager trois séries de remarques, à savoir les mesures des acquis scolaires et puis dans un deuxième moment, les fonctions de l'évaluation et enfin, on va terminer par les types d'évaluation des apprentissages. Alors, en ce qui concerne les mesures des acquis scolaires, j'aimerais d'abord signaler une petite différence entre ce qui est acquis et ce qui est requis. Alors, pour les acquis, c'est ce qui a été acquis par l'élève. Il se pose à quelque chose de naturel. Et pour la notion de, ou bien le mot requis, c'est ce qui est demandé ou bien ce qui est exigé comme nécessaire. Alors, généralement, on a quatre types d'évaluation des apprentissages qui sont utilisés dans les systèmes éducatifs. Il y a les évaluations internes, il y a les évaluations publiques et enfin les évaluations nationales et enfin, en fait, les évaluations internationales. Donc, je répète, il y a les évaluations internes, les examens publics, les évaluations nationales et les évaluations internationales. Alors, pour ce qui est évaluation interne, c'est au niveau local. Les évaluations internes sont menées dans les classes par les enseignants et permettent de mesurer régulièrement les performances des apprenants en fonction des objectifs de programme ou bien des capacités de programme. Ces évaluations portent sur des matières pratiques. Ainsi, beaucoup d'établissements scolaires évaluent les progrès de leurs élèves de manière continue, en mesurant régulièrement les performances en fonction des objectifs de programme, en mettant les résultats à la disposition des enseignants. Alors, pour ce qui est ce mot, performance, c'est le rendement, hein, ou bien les résultats obtenus. Donc, on peut bien imaginer dans un cadre, dans une classe de mathématiques, les contrôles continus ou bien les devoirs surveillés. Pour le deuxième type d'examen, on peut parler des examens publics. Alors, les examens publics, en fait, dans la plupart des systèmes éducatif, il existe un système d'examen public auquel chaque élève est soumis à un cycle de formation. Et ces examens publics permettent en fait de sélectionner les élèves destinés à un cycle supérieur de l'enseignement, décerner les certificats nécessaires à l'entrée sur le marché du travail, ou encore encourager la responsabilisation des écoles et des systèmes scolaires. Donc, en gros, les examens publics permettent de donner un certificat. On peut exhiber l'exemple de baccalauréat, c'est à la fin du cycle secondaire et à l'entrée de l'enseignement supérieur. Alors, il y a aussi des séries d'examens continus dans l'enseignement supérieur avec la mise en place, par exemple, de systèmes LMT et on est en ces moments de parler de bachelor comme nouveau système d'évaluation. On se donne l'exemple des États-Unis et la Suède, par exemple, qui s'inscrivent dans la particularité parmi les grands pays développés de ne pas disposer d'examens publics nationaux. Par exemple, aux États-Unis, il y a, en l'absence d'un programme national d'évaluation, quelques États organisent des tests pour valider l'attribution d'un diplôme ou d'un enseignement scolaire. Donc, vous voyez que il y en a des systèmes qui adaptent un système d'évaluation un peu particulier. Alors, ce sont des organisations privées qui assurent la fonction de la validation des examens pour l'entrée dans les universités américaines, par exemple. Les examens publics sont à l'origine d'une compétitivité entre les élèves, les enseignants, les écoles et également les parents et l'État. Et
dans les systèmes éducatifs et dans la plupart des pays, les examens publics jouent un rôle important dans la promotion sociale. À l'image, on peut donner la Chine qui a inventé un système d'examen sous l'Empire dès le Xe siècle afin que tous les emplois de la haute fonction publique ne soient pas laissés au hasard de la naissance ou de la fortune. Voilà donc en ce qui est examen public, en fait, évaluation publique. Donc, je vais passer au troisième type, à savoir les évaluations nationales. Alors, dans tous les cas, les évaluations dites nationales portent sur des opérations qui permettent de déterminer si les apprenants savent ce que les apprenants savent en fonction de leur expérience scolaire. Elles servent à éclairer la politique éducative et l'opinion sur la situation d'un système éducatif, le suivi continu des performances des élèves sur le long terme et permet une identification et un suivi des évaluations de l'éducation. En général, les évaluations nationales portent sur un échantillon d'apprenants ou administratifs. Les instruments utilisés pour la description de contexte dans lequel l'enseignant est dispensé varient d'un pays à un autre. Les informations recueillies telles que le niveau d'éducation des parents ou de la communauté, les devoirs à faire à la maison, la formation des enseignants sont appelées des variables explicatives et sont utiles dans l'élaboration et l'évaluation des politiques nationales de l'éducation. Donc, pour nous au Maroc, on peut bien expliciter ceci par les expériences scolaires. Vous savez que, par exemple, il y a cette politique éducative ou bien cette orientation éducative nationale qui cible à incarner les classes des BIOF, par exemple. Et donc, avant de passer à la généralisation de ces niveaux ou bien ces branches dans tout le système marocain, on passe par une phase d'expérimentation. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que le ministère a proposé dans 3, puis 4, puis 5, puis 6 AREF, Académie, pour vérifier dans des classes pilotes ou bien des classes modèles pour avoir des résultats et puis passer à un niveau national, à la totalité du niveau national. Alors, pour les évaluations internationales, c'est le quatrième type. Pour les évaluations nationales, il existe deux composantes d'évaluation internationale. Il y a d'abord les évaluations internationales effectuées dans plusieurs pays. Ils permettent aux pays de se comparer sur la base d'un test unique conçu pour établir un tronc de contenu à partir des programmes scolaires des différents pays. Ensuite, il y a aussi les évaluations nationales et internationales menées dans plusieurs pays qui donnent à chaque pays l'occasion de se classer en fonction des programmes des autres pays et suscitent une analyse riche dans la comparaison de performance. Alors, les évaluations internationales sont des enquêtes qui analysent des échantillons d'élèves de pays différents et comparent les résultats. Ils sont confiés à des commissions internationales qui élaborent les tests de connaissances administrés à des échantillons représentatifs dans chaque pays participant. Donc, disons pays participants, ça veut dire que il y en a des pays qui ne participent pas à ces évaluations internationales. Et je tiens à souligner le courage du système de notre système national qui, par exemple, a ce courage de participer à des tests internationaux. Et ça, c'est très important. Donc, je vais donner des exemples. Par exemple, les TIMSS, c'est la troisième enquête internationale sur les mathématiques et les sciences. C'est la plus célèbre et la plus complète. Et s'intéressait à la mesure et à la comparaison des apprentissages des mathématiques et des sciences au niveau primaire, premier cycle secondaire et fin du secondaire. Les élèves de différents pays étaient interrogés sur les mêmes tests, jugés sur 10 critères de performance internationaux. Il y en a d'autres tests, des enquêtes internationales
Je cite par exemple le programme d'analyse du système éducatif des pays c'est le PASEC, par exemple. Il y a aussi le PESA, c'est le programme international sur le suivi des acquis scolaires. Un test, le Maroc a participé. Et il y a aussi d'autres tests internationaux, bien enquêtes internationales. Donc, voilà pour cette première série de remarques qui concerne les mesures des acquis scolaires. Donc, il y en a 4 types d'évaluation d'apprentissage. On peut parler des évaluations internes et on peut imaginer les contrôles continus, par exemple dans une classe de mathématiques. Puis, il y a les examens publics. On peut imaginer l'exemple du baccalauréat. Et puis, il y a les évaluations nationales. Ce sont les évaluations qui se font davantage avant de généraliser une branche ou bien de nouvelles filières ou bien d'autres projets éducatifs nationaux nouveaux. Et enfin, il y a les évaluations internationales, et je donne l'exemple des 2 tests ou bien des 2 enquêtes internationales où le Maroc a participé, le PESA et le TIMSS. Et je vais peut-être parler de ces 2 tests d'un point de vue non pas académique, mais des réflexions pédagogiques et didactiques sur ces 2 tests pour essayer de changer l'idée qui circule dans la totalité des non-chercheurs, à savoir il y a quelque chose, il y a des points de vue qui sont intéressants et qui contredit en fait ce qui est la rumeur que le fait que notre système éducatif s'est classé parmi les derniers. Bon, c'est une question à revoir et à discuter. Donc, je passe à la deuxième série de remarques qui concerne les fonctions de l'évaluation scolaire. Donc, on peut formuler ceci, pourquoi on fait de l'évaluation. Alors, il y a des raisons, bien évidemment. Je citerai un chercheur qui estime que les évaluations scolaires sont utilisées à des fins diverses, les plus légitimes ou plus discutables. Ils se sont alors mis à faire le tour des principales fonctions afin que chacun puisse expliciter de façon claire les buts qu'il poursuit et quand il évalue. Alors, l'évaluation peut servir à sélectionner, à valider, à sanctionner, à motiver, à aider à apprendre ou prendre conscience, diagnostiquer et bien d'autres verbes pour l'objectif ou bien l'une des fonctions de l'évaluation scolaire. Alors, une classification de ces utilités, on peut citer en gros 3, oui, 3, c'est d'abord la fonction pédagogique et puis la fonction administrative et enfin la fonction sociale. Alors, en ce qui est fonction pédagogique, elle nous permet d'identifier et d'analyser les difficultés d'apprentissage et de leur trouver des solutions. Pour l'enseignant, l'évaluation est une fonction d'aide, de régulation, d'orientation de l'action pédagogique. Oui, pour cette fonction pédagogique, parce que quand on fait de l'évaluation, il y a un retour, on prend des conséquences et sur des conséquences ou bien des conclusions, et sur la base de ces conclusions, on peut réguler, orienter notre acte pédagogique, que ce soit au niveau des manuels, la manière d'expliquer la leçon, le poids qu'on se donne à une partie ou bien un concept mathématique par rapport à un autre. Il y a également la fonction administrative, alors qui consiste en la responsabilité de l'enseignant de formuler des recommandations quant à la promotion et au classement des apprenants qui lui sont confiés. Alors oui, de l'autre côté, il y a l'administration qui attend quoi? Il attend un classement des élèves. C'est une reddition de compte vis-à-vis de personnes externes à sa classe.
des apprentissages réalisés par ces apprenants. Les décisions qui découlent de cette fonction de l'évaluation sont importantes et nécessaires. Ils nécessitent en fait un dispositif de collecte d'informations fiables et valides. Alors, cette fonction de l'évaluation est aussi qualifiée d'évaluation sommative ou certificative. Elle permet à l'enseignant de prendre une décision, par exemple un passage. Elles permettent même à l'administration de prendre ces décisions, par exemple passage à un niveau supérieur, ou bien redoublement, ou bien exclusion entre parenthèses. Une de ces finalités est la délivrance d'un diplôme ou un certificat. Alors, c'est ça l'objectif de l'évaluation. En gros, dans son aspect administratif, c'est qu'il donne à l'administration cette possibilité de délivrer un certificat. Et enfin, il y a la fonction sociale de l'évaluation qui consiste à préparer l'insertion sociale et professionnelle de la jeunesse d'un pays compte tenu des choix, des capacités des individus, des caractéristiques de la société. Cette répartition des individus dans la hiérarchie sociale s'opère principalement par le biais de l'évaluation scolaire. Alors, oui, à cet effet, la communauté doit être régulièrement informée par l'avis de l'établissement, particulièrement des résultats de l'évaluation d'apprentissage. Alors, il y a de l'autre point la société qui attend et qui va, disons, en profiter des diplômés ou bien des lauréats ou bien des élèves dans des parcours professionnel un peu particulier. Vous savez que chaque parcours professionnel a ses particularités, ses spécificités, et donc il existe un minimum d'habilité par rapport à chaque parcours professionnel. Et donc il y a la société qui attend aussi les résultats de ces évaluations. Voilà donc en gros pour cette deuxième série de remarques qui concerne les fonctions de l'évaluation scolaire. Il y a trois fonctions. C'est la fonction pédagogique qui permet à l'enseignant de réguler sa pratique d'enseignement. Il y a la fonction administrative qui, en gros, permet à l'administration de donner un certificat. Et finalement, la fonction sociale dans lequel la société attend des plans pour mettre des bons éléments dans les bons endroits. Et voilà donc, on va passer à la troisième série de remarques et peut-être c'est la dernière pour cette vidéo pour voir autre chose. Il y a les types d'évaluation des apprentissages. Alors, pour ces types, il existe en fait deux modalités d'évaluation des apprentissages. Il y a l'évaluation normative et l'évaluation critérielle. En ce qui est évaluation normative, c'est une évaluation qui compare les élèves les uns aux autres dans le groupe d'une classe ou entre des groupes de même niveau. Pour l'évaluation critérielle, c'est une évaluation qui permet de certifier ce que les élèves peuvent faire et ne peuvent pas faire. Donc, pour un peu plus de détails, l'évaluation normative traduit les résultats d'un apprentissage en termes de comparaison avec les résultats d'autres élèves de la classe, voire avec des élèves appartenant à d'autres groupes de même niveau. Elle permet aussi de situer chaque élève par rapport à la moyenne de son groupe, et c'est cette moyenne qui représente la norme d'un groupe en question. Dans une évaluation normative, les élèves sont classés de plus fort au plus faible parce que l'épreuve a été construite dans ce sens. On prend essentiellement en compte l'écart de la moyenne de chacun par rapport à la moyenne du groupe dont il fait partie. On fait en sorte que la distribution des élèves s'opère selon une courbe en cloche, indicateur de la validité de ce type d'évaluation. Et pour finir, l'évaluation critérielle vérifie les performances d'un élève en fonction d'un ensemble de compétences, savoir les savoirs, savoir-faire et savoir-être, constitués en critères
par rapport à un modèle défini par avance. Dans l'enseignement technique, par exemple, les référentiels de diplôme sont ces modèles à un niveau donné et pour une fonction donnée. Voilà donc ce que je vous ai proposé pour cette séquence. Merci de votre attention. Prenez soin de vous et on se verra dans une nouvelle vidéo. À très bientôt.